Vous êtes bien nombreux au rendez-vous de cette session d'information. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité renouvelée à Eden TV. Voici l'essentiel à retenir en titre. Michel Aklerento est le nouveau maire d'Alada. Quelles sont ses ambitions à court, moyen et à long terme pour la dite commune? Élément de réponse dans ce journal. Bientôt la rentrée académique 2016-2017, mais pour l'heure, certains nouveaux étudiants hésitent encore sur le choix de leur filière d'études. De quels éléments doit-on tenir compte pour réussir le choix de sa filière à l'université? Vous en saurez davantage dans le développement. 3 sièges de partis d'opposition incendiés à Kinshasa après les heures mortelles de ce lundi en marge d'une manifestation hostile au pouvoir. Nous en parlerons, c'est tout pour le sommet de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Je vous l'annonçais dans les titres, c'est Michel Aklerento qui détient désormais les clés de la commune d'Alada. Son élection est intervenue après une série d'événements. Mais quelles en sont les circonstances et quelles sont les ambitions du nouveau locataire de la mairie d'Alada? Élément de réponse dans ces propos recueillis par Laurent Roland, Tony Ikes et Cyril Agbou. J'ai été élu par 12 conseillers sur 12. Le groupe qui avait destitué le maire était 12, sinon on était 13 au départ. Et le 11 août dernier, la mort a fauché un membre du groupe. Donc nous sommes restés 12. Et les 12 font les 2 tiers qui pouvaient destituer et élire un nouveau maire. Et c'est les 12 encore qui ont élu le maire que je suis aujourd'hui. Nous sommes obligés aujourd'hui de bien gérer, de faire en sorte qu'on ne tombe pas dans les mêmes erreurs que l'équipe précédente. La pauvreté y règne. Nous allons mener une grande lutte contre la pauvreté. Ce serait notre vraiment bâton de pèlerin. Et que la jeunesse d'Alada, aujourd'hui, nous allons tout faire pour rendre la jeunesse d'Alada heureuse et toute la population d'Alada heureuse. Nous avons notre feuille de route. Nous avons nos programmes qu'aujourd'hui nous ne sommes pas prêts à les mettre devant le monde entier. Nous sommes d'un groupe, nous constituons un groupe, c'est un groupe qui a destitué le maire. Donc nous sommes dit que tout se fera dans le groupe. Suite à l'élection de Michel Aklerento à la tête de la commune d'Alada et qui succède ainsi à Mathias Djigla, destitué par ses conseillers communaux, et quels sont les ressentis des habitants de cette commune au sujet des événements politiques de cette localité? Élément de réponse dans ce reportage. Mathias Djigla, maire d'Alada déchu, a cédé depuis vendredi dernier son fauteuil à Michel Aklerento. Si, au sein de l'opinion nationale, cela suscite beaucoup de commentaires, plusieurs habitants d'Alada approuvent l'élection du nouveau maire. Certains estiment aussi que cela est légitime et relève de la volonté du peuple qui s'est exprimé à travers le vote des conseillers communaux d'Alada. L'élection du nouveau maire n'est qu'une chose légitime. Ça sort de l'approbation des citoyens qui aspirent à une bonne démocratie, n'est-ce pas? Le nouveau qu'on a élu travaille parce que l'ancien maire n'est pas si mauvais, parce que c'est qu'il a voulu faire une gestion solitaire, si j'ai bien compris. Hein. Sinon les autres ne peuvent pas se révolter comme ça et ils vont le destituer. C'est quelqu'un qui a pris l'engagement de bien travailler. Maintenant, si tu ne sais pas gérer, il est parmi les conseillers, tout le monde ne peut pas être contre toi. Effectivement, il y a quelque chose qui est là. À Alada Togudo, arrondissement d'origine du maire déchu, quelques-uns estiment que c'est de l'ordre normal des choses qu'il soit destitué, car selon eux, il avait été imposé par l'ancien régime du Bénin. D'autres évoquent une intrigue politique pour justifier donc sa destitution. La destitution du maire d'Alada, ce n'est pas quelque chose qui est de nouveau à nous. On sait qu'il est élu par la force, donc la décision, c'est lui-même qui connaît que il ne peut rester là longtemps. L'ancien maire a été élu selon la volonté de l'ancien régime. Qu'il soit destitué maintenant que le régime est remplacé par un autre, c'est tout à fait normal à mon sens. Depuis l'avènement politique d'Alada, il y a toujours problème de discussion, de destitution. Moi, je pense qu'il y a Alada de problème. C'est mon impression. Un problème politique pour des jours à venir même.
parce que avant que ça ne soit bien vite réglé, au clair, il faut asseoir les anciens hommes politiques pour qu'ils réfléchissent vraiment au sujet de notre commune Alada. Destitution ou non, ce qui constitue une priorité pour les habitants d'Alada, c'est le développement de leur commune. Peu importe ce qui se passe, qu'on destitue le maire, qu'on en ramène un autre, ce n'est pas encore là le problème. C'est le véritable problème du développement de la commune d'Alada qui est très important pour moi. Retour à présent sur les avis de certains citoyens sur ce vent de destitution des maires qui soufflent sur certaines communes, notamment celles de Parakou et d'Alada. Ils sont au micro de Horacia Djodi et de Romaïk Devouchi. Ces maires ont été mal élus et c'est le gouvernement qui oriente la politique du pays. Donc, d'abord, il y a des financements qui vont bientôt venir au niveau des mairies. Et le pouvoir central en train de voir que ces maires n'ont pas de compétences pour gérer ces fonds. Alors, c'est une politique où le président a en train de faire tout possible pour réussir à son mandat. J'ai l'impression qu'avec la décision de ces maires à la tête de ces mairies, les gens vont corriger leur gestion. Ils vont imiter le pas du nouveau départ. Parce qu'aujourd'hui, il faut punir. Et quand il y a ces maires destitués, je pense qu'il faut que ça respecte les règles, c'est-à-dire la loi sur la décentralisation. Il ne faut pas qu'on destitue parce qu'on ne veut pas que telle personne soit à la tête de telle mairie. La destitution, je suis contre parce qu'on lui a confié un mandat. Déjà, peut-être, je ne sais pas si c'est 5 ans ou bien c'est 4 ans, je ne sais pas. Mais laissez-le terminer son mandat, même s'il fait mal. Mais force est de constater que oui, j'ai fait la politique du président actuel et lui, il n'avait pas fait, ou bien le torpillage béninois, on torpille l'autre qui n'a pas travaillé avec nous, il n'a pas fait cet été, on veut le destituer. Ce n'est pas une bonne chose. Il est vrai que la décision des maires est légale, constitutionnellement légale. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais le problème qui se pose, c'est que ça devient une vague, une sorte d'épidémie. Qu'est-ce qui peut expliquer tout ça? Est-ce que les maires, ce qu'on leur reproche, c'est la mauvaise gestion? C'est la première question. Comment ces maires-là aussi ont été élus? Est-ce qu'ils ont été élus dans l'ancien régime avec l'aval de tous les conseillers ou bien les conseillers les ont élus sous pression? Alors, s'ils ont été élus sous pression et que maintenant qu'il y a un nouveau régime, n'étant plus sous la coupole, sous la tutelle de leur régime, ils se sentent libérés, il va de soi qu'ils cherchent à rétablir l'ordre normal des choses. Ça peut se comprendre à ce niveau. En même temps, il peut y avoir des raisons souterrainement politiques que l'on ne peut pas comprendre. Vous savez qu'en politique, tout est possible. Les droits sont parallèles, mais se rejoignent en politique. Donc c'est l'interrogation qui taraude l'esprit de beaucoup de citoyens. Changeons de registre pour parler à présent de cette mesure du gouvernement de Patrice Talon de construire des infrastructures dans plusieurs universités publiques du Bénin. Cette mesure dont l'annonce a été faite le 14 septembre au terme du Conseil des ministres par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence Pascal Irénée Koupaki, fait partie d'un plan d'urgence pour les campus du Bénin. Que pensent les responsables étudiants d'une telle mesure gouvernementale? Frégis Seroulan a recueilli leur avis. Suivez plutôt. Nous félicitons le gouvernement pour cette politique, mais nous voudrions vraiment que, au lieu de construire les 1600 places, c'est-à-dire les amphis agro-effectifs comme ça, il faudrait quand même qu'on essaie quand même de construire des amphis qui pourront garder 200, 100 étudiants comme ça et permettre à ce qu'il y ait, au lieu que qu'on essaie quand même de répartir les effectifs par A, B, C, D, comme nous faisons, comme ça se fait en géographie. Et, il va forcément falloir que l'État continue à investir dans l'audio, c'est-à-dire les cours télévisés, où l'enseignant peut dispenser un même cours qui serait répartis dans plusieurs salles. Il suffit seulement que les étudiants viennent dans la salle de cours et que
le professeur déjà quelque part, ou bien il est en train de faire le cours, il est présent dans un seul cours, mais que les autres arrivent quand même à le voir, même s'il n'est pas là. Construire d'abord des infrastructures ou bien des amphithéâtres de 1600 places, je crois que ça ne répond pas aux normes du système LMD, même si dans le système il y a des exigences. Par moment, il faut faire des cours de tronc commun où plusieurs entités pourront se regrouper dans un amphi et ça a besoin d'un amphi de grande capacité. Mais par rapport à cette exigence, nous avons déjà des amphis à grande capacité. Eu égard aux réalités auxquelles nous faisons face actuellement, je pense que le gouvernement s'y est un peu mal pris. Nous sommes en train de parler d'une bonne application du système LMD. Et si nous nous inscrivons dans cette logique-là, c'est qu'on ne peut plus construire des amphithéâtres de 1600 places. De 1600 places. Cela voudra dire que bon, nous ne voulons pas vraiment prendre en compte les exigences du système LMD. Restons dans le secteur de l'éducation pour nous intéresser à présent à l'orientation universitaire. Bientôt la rentrée académique 2016-2017, mais pour l'heure, certains nouveaux étudiants hésitent encore sur le choix de leur filière d'études. En réalité, quels sont les éléments qui peuvent aider le nouvel étudiant à choisir sa filière d'études? Ce reportage que je vous invite à suivre propose quelques pistes de solutions. L'obtention du baccalauréat n'est en réalité que le début d'une nouvelle expérience qui forge le nouvel étudiant et qui conditionne ses études universitaires. Mais force est de constater qu'après l'obtention de ce premier diplôme universitaire, de nombreux étudiants se trouvent confrontés à des problèmes liés au choix de leur filière. L'orientation universitaire, c'est la capacité à mettre à la disposition de l'apprenant les moyens d'éviter au mieux les échecs universitaires. Après l'obtention du bac, on entend les candidats souvent dire: J'envisage beaucoup de choses, la médecine et tout le reste. Je prévois faire le génie en informatique et si possible, si mes parents ont les moyens de voyager. Mais en réalité, suivant quels critères devrait-on alors opérer son choix pour la suite de ses études après l'obtention du baccalauréat? Pour le professeur Victor Tokpanou, le nouveau bachelier doit d'abord faire le bilan de ses capacités. Depuis la massification des effectifs universitaires, des effectifs étudiants, le problème ne se pose plus en termes de volonté, mais il se pose désormais en termes de capacité. Ce n'est plus ce que je veux faire qui importe, c'est ce que je suis capable de faire qui importe. L'orientation universitaire est basée sur l'évaluation des capacités intellectuelles. Elle-même est devenue actualité parce qu'on est passé de l'âge de la volonté à la capacité et la massification qui a accéléré le processus. Il est donc clair que le nouvel étudiant devra choisir sa filière en fonction des matières dans lesquelles il excelle. Vous ne pouvez pas chercher à aller dans une école de pilotage ou aller faire des statistiques si sur votre bulletin, votre relevé de notes, de façon évidente, vous n'avez pas travaillé en mathématiques, vous n'avez pas travaillé en physique, vous n'avez pas travaillé en chimie. De la même manière que vous ne pouvez pas faire des études de médecine si vous avez de très mauvaises notes en sciences naturelles, si vous avez de très mauvaises notes en mathématiques, de très mauvaises notes, et que vous avez de très bonnes notes dans les matières littéraires. L'université d'Abomey-Calavi, ne disposant pas d'un service d'orientation et d'information des étudiants, à qui incombe alors cette responsabilité d'orienter le nouveau bachelier? Cela relève du domaine public, parce que c'est un service public de l'État, c'est donc le ministère de l'Enseignement supérieur qui est chargé de le faire. Je pense qu'aujourd'hui, l'État a commencé par le faire. Le ministère de l'Enseignement supérieur organise pas des séminaires, mais des ateliers d'orientation. Mais j'ai cru aussi suivre récemment dans l'actualité qu'il y avait des privés qui le faisaient. Vu que les nombreux taux d'échec enregistrés dans les facultés de nos universités sont en partie dus à une mauvaise orientation des nouveaux bacheliers, il est alors temps
que l'État prenne à cœur la question liée à l'orientation des nouveaux étudiants dans nos universités du Bénin. Remise d'attestation aux participants à l'édition 2016 de Plume Vacances, une initiative du journal Le Progrès qui favorise une immersion dans le monde du journalisme des élèves et étudiants durant la période des vacances. La cérémonie de remise d'attestation s'est déroulée ce mardi au siège du quotidien. Frégis Serlan, Damien Pedro. Ils sont au total 16 étudiants venus de divers collèges et universités à recevoir ce mardi 20 septembre leur attestation de fin de stage au siège du journal Le Progrès. Ces récipiendaires ont réussi avec assiduité leur stage d'initiation en journalisme dans le cadre du programme Plume Vacances du 22 juillet au 7 septembre 2016. Les stagiaires de cette année ont eu une formation plutôt large parce qu'on ne s'est pas contenté de leur faire de la presse écrite. Ils ont fait la presse écrite, ils ont fait la radio, ils ont fait la production audiovisuelle. Donc, ils ont une large vue de ce que peuvent être les médias aujourd'hui. Quant au coordonnateur du programme Plume Vacances, c'est un message d'espoir qu'il a lancé à l'endroit de ces jeunes diplômés. Nous sommes en train de bâtir quelque chose. Nous n'avons pas la prétention de former des journalistes. On ne peut pas former un journaliste en 2 mois. Nous n'avons pas non plus la prétention de former des hommes et des femmes de demain. Mais nous plantons seulement des graines. Et nous espérons que ces graines-là, au contact de l'exercice régulier, porteront des fruits et pourront animer la presse béninoise et pourront être des hommes et des femmes dignes d'être nés dans des familles béninoises. Espédi Ologo, directeur général du développement des médias et parrain de cette promotion de Plume Vacances, dans son allocution, a exhorté ses récipiendaires à faire preuve de curiosité et de courage dans la pratique du journalisme. On est presque sage quand on fait ce métier, parce qu'on est savant de presque tout, parfois de presque rien. Et là, on ressemble à Socrate, qui dit que tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Parce que le journaliste peut être amené tous les jours que Dieu fait à aller vers une question économique, à aller vers une question de politique, à aller vers une question de santé, à devenir le temps d'une émission médecin, à devenir le temps d'une émission expert en infrastructure routière, à devenir le temps d'une émission un expert en éducation. Mais il ne sait presque jamais tout. Et c'est peut-être là que se trouve le défi pour vous qui aujourd'hui voulez faire ce métier. On est arrivé à la croisée des chemins où il ne suffit plus d'avoir envie de faire le métier pour y réussir. On vous l'a peut-être dit pendant la formation, vous avez besoin de travailler, vous avez besoin de vous exercer, vous avez besoin de vous cultiver, vous avez surtout besoin d'être humble. Après ce discours, chaque stagiaire a reçu son parchemin accompagné d'un petit cadeau. Nous sommes conscients que cette formation n'est que le début d'un combat acharné qui consiste à valoriser ce 4e pouvoir qu'est la presse. Dans le rang de ces jeunes stagiaires diplômés se trouvent peut-être les grands noms des médias de demain. Hors du Bénin, et ce depuis le 10 août dernier, une épidémie de choléra sévit en Centrafrique, faisant 19 morts en un peu plus d'1 mois. Et sur l'île aux Singes, en face de la capitale Bangui, la population est particulièrement vulnérable à cause de l'absence de sanitaires. Reportage. L'île aux Singes, 2e arrondissement de Bangui, la Brousse, en plein cœur de la ville. Ici, pas de toilettes, ni de mesures d'hygiène, alors que le choléra a déjà fait 19 victimes en Centrafrique. Pour Bonaventure Koumbé, de l'ONG Oxfam, la situation sanitaire de l'île est propice au développement de la maladie. Les inspections sanitaires ont montré qu'ils n'ont pas de l'eau potable pour boire. Ils prennent l'eau au niveau de la rivière, du fleuve pour boire. Ils n'ont pas de latrines, ils n'ont pas de connaissances sur les principes de base en matière d'hygiène. C'est pour cela que 4 fois par semaine, l'équipe vient faire le point et surveille l'évolution des pratiques sanitaires sur l'île. Justin, le fils du chef du village, s'occupe de la prévention et de la sensibilisation auprès des habitants. La maladie est arrivée chez moi, dans ma famille. C'est pour cela que je fais de la sensibilisation dans le village. Sa sœur, Josiane, a perdu en l'espace de quelques heures l'une de ses filles.
Elle était âgée de 8 ans. Je rentrais de l'église et ma petite était dans sa chambre avec la diarrhée et elle vomissait. On l'a emmenée à l'hôpital, mais c'était trop tard. Un drame sur cette île, si proche et en même temps si loin de la capitale centrafricaine. Son défi majeur est d'accéder aux mesures d'hygiène de base, principale barrière à la propagation de l'épidémie. 3 sièges de partis d'opposition ont été incendiés à Kinshasa après les heurts mortels de lundi en marge d'une manifestation hostile au pouvoir. Une équipe de la MONUSCO est sur place depuis ce mardi pour ouvrir une enquête et appeler les premiers soins aux victimes. La capitale de la République démocratique du Congo est touchée depuis quelques semaines par des heurts entre les manifestants de l'opposition réclamant la tenue effective de l'élection présidentielle dans le délai constitutionnel et les forces de l'ordre. Ce mardi, 3 sièges de partis d'opposition ont été incendiés à l'occasion de ces violences. Selon l'agence France Presse, 2 corps carbonisés ont été retrouvés, un homme grièvement blessé. On est en train de les tuer. Ils étaient des sentinelles ici, mais on les a tous tués. D'autres sont à l'hôpital. Mon mari vient à peine de mourir. C'est à 4 h du matin que nous avons vu une jeep bourrée d'hommes armés qui sont descendus. Ils ont tenté de forcer l'entrée par le portail. Ils n'ont pas pu. Comme ils étaient armés, on ne pouvait pas les résister. Ils ont jeté une grenade à l'intérieur et nous nous sommes sortis par quelque part chez le voisin. Interrogé, Félix Tshisekedi, fils de l'opposant historique Étienne Tshisekedi, accuse un commando du camp du pouvoir d'avoir attaqué les lieux. Est-ce qu'on répond, un État normal répond par des représailles? Donc ici, vous voyez qu'on n'a pas affaire à un État, nous avons affaire à un État voyou et qui mérite ce qui y arrive aujourd'hui, c'est-à-dire la révolte populaire qui va mettre fin à ce pouvoir dictatorial. Le siège de l'Union pour la démocratie et le progrès social, des forces novatrices pour l'union et la solidarité et celui du mouvement umumbiste progressiste sont les partis de l'opposition incendiés. Ces nouvelles violences ont été suivies de mouvements d'émeutes dans plusieurs quartiers de la ville de Kinshasa, réprimés par des policiers renforcés par des soldats. Avant de refermer cette édition, allons en Afrique du Sud où des affrontements ont eu lieu mardi entre policiers et étudiants. Bilan, plusieurs étudiants arrêtés mais aussitôt relâchés. Les étudiants manifestent contre plutôt la hausse des droits universitaires. Suivez ce commentaire. Jets de pierre, tirs de grenades assourdissantes, vitres brisées, les manifestations contre la hausse des droits universitaires ont dégénéré mardi en violents affrontements entre étudiants et forces de sécurité privées sur le campus de Johannesburg. Il y a tout juste un an, un mouvement national de protestation dénonçant l'augmentation des frais de scolarité avait déjà paralysé les universités sud-africaines. Devant l'ampleur de la mobilisation, les destructions et violences, le gouvernement avait cédé en prononçant un gel de l'augmentation pour 2016. Mais le feu vert accordé lundi par le gouvernement à une nouvelle hausse des droits pour 2017, même s'il a souhaité limiter à 8% au maximum, a relancé l'agitation dans les facultés. Des étudiants en colère, furieux, ont jeté des pierres contre des agents de sécurité. Ces derniers, armés de boucliers, ont riposté en renvoyant des projectiles. Et surtout, nous allons nous assurer qu'à partir d'aujourd'hui, nous agissons ensemble. Nous rejetons entièrement la hausse. Il est nécessaire pour eux d'avoir l'augmentation à cause des revenus qu'ils ont perdus ces dernières années. Et je ne suis pas sûr que le gouvernement puisse se le permettre actuellement. Cela montre clairement qu'il peut y avoir du changement à long terme parce que la hausse des frais est un gros problème pour nous en tant qu'étudiants sud-africains. Des étudiants qui sont ici pour se construire un avenir meilleur pour nous et nos familles. En donnant son aval à une hausse des frais, le ministre de l'Enseignement supérieur, Blade Nzimande, s'est engagé lundi à prendre en charge cette augmentation pour les étudiants dont les parents perçoivent moins de 38 000 € par an. Mais cette promesse n'a pas suffi à calmer la colère. Des rassemblements d'étudiants ont été signalés sur plusieurs autres campus, surtout dans la capitale Pretoria. Nés pour la plupart après la fin de l'apartheid, les étudiants ont fait de l'éducation gratuite pour tous une exigence dans un pays à économie en crise et frappé par un fort taux de chômage.
C'est ici que se referme cette édition réalisée par Nassis Routon. Retrouvez demain à 20h Horacia Djodji, mais avant, à 13h, Judicaël Polycarpe Aïdinou. Demain 7h, Matin d'Éden, ne ratez surtout pas. Bonsoir.